Bonjour à tous, bienvenue dans Top Vélo, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau classement, un nouveau top 10 qu'on va faire ensemble, enfin plutôt que je vais vous proposer. Encore une fois, je vous rappelle le concept, ici on fait des top 10 des classements liés à l'histoire du cyclisme, et aujourd'hui on va brasser un petit peu toutes les époques, on va sortir nos regards les plus sombres et on va déployer nos coudes pour envoyer les rivaux dans le fossé, puisqu'on va aborder ensemble le top 10 des meilleures rivalités de toute l'histoire du cyclisme. Et la question que je vous pose, à votre avis, combien de rivalités actuelles on va retrouver dans ce top ? Vous avez une petite idée ? On va aller voir ça. Alors, comme toujours, petit disclaimer, je vous rappelle que ce top n'engage que moi, n'est le fruit que de mes propres réflexions, et dans le cas présent, j'ai beaucoup galéré à donner un ordre à ce classement. J'avais ma shortlist depuis maintenant un petit moment, mais alors arriver à ordonner tout ça, ça a été une grosse galère, et franchement, je serais pas surpris si vous me dites que pour vous, mon numéro 6, c'est votre numéro 1, ou l'inverse. Donc clairement, il n'y a pas d'évidence. Moi, j'ai pas trouvé d'évidence, même si, voilà, il y a quand même des rivalités emblématiques dont je vais être obligé de parler, forcément. Donc encore une fois, voilà, je n'ai pas vocation à faire figure d'autorité, c'est uniquement mon avis personnel, et c'est surtout pour moi un prétexte pour raconter des histoires qui, moi, créent une émotion, voilà. Et donc là, des émotions, on va en avoir, des émotions fortes, étant donné le thème du jour. Alors, comme d'habitude, je vous repose les critères un petit peu dès le début. Ici, j'ai vraiment essayé de classer les rivalités selon 6 critères principaux. Le premier, c'est la durée de la rivalité. Est-ce qu'on est sur une rivalité qui a duré une ou deux saisons, ou est-ce que c'est une rivalité qui a occupé toute une décennie ? Ah, ça compte, mine de rien. L'intensité, évidemment. Est-ce que c'est une rivalité qui est montée dans les tours ? Est-ce que y a eu vraiment de la tension physique, mentale entre les coureurs ? Est-ce que ça s'est joué sur des courses à beaucoup d'enjeux ? Je veux dire, les rivalités du Critérium du dimanche, c'est sympa, ou sur les courses UFOLEP, j'adore, mais bon, clairement, on va chercher des rivalités sur les plus grandes courses du monde. Ça va aller de pair avec le troisième critère qui est le palmarès. Est-ce que les deux coureurs qui s'opposent ont en combiné un palmarès remarquable, ou est-ce que voilà, c'est une rivalité un peu à la marge, voilà. Donc ici, je vous préviens, dans le top 10, il n'y a que des rivalités avec des coureurs qui ont un palmarès énorme. Donc pas de débat là-dessus. Ce qui compte également aussi, c'est l'équilibre. Est-ce que la rivalité penche d'un côté ou de l'autre ? Est-ce que c'est équilibré parfaitement ? Est-ce que c'est vraiment un match nul ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, il y en a un qui a pris le dessus, voire complètement pris le dessus ? Pour moi, la notion d'équilibre est importante. Une rivalité trop déséquilibrée, est-ce que c'est vraiment une rivalité ? À certains moments, on va se poser la question. Je vous parlerai par exemple de mon entrée au numéro 10. Certains d'entre vous vont peut-être me dire « Non mais en fait, c'est pas une rivalité, parce qu'il n'y avait pas match ». Voilà. Donc ça, c'est un critère important. 2 derniers critères. Est-ce qu'on a affaire à 2 personnalités très contrastées ? Les rivalités, c'est des histoires humaines, c'est pas que des histoires sportives. Donc est-ce qu'on a 2 caractères très différents, incompatibles, ou au contraire, est-ce que c'est une rivalité qui est purement sportive, qui est dans le respect de tout, du fair play, etc. C'est très subjectif, mais pour moi ça compte un petit peu. Et également la portée symbolique de la rivalité. Est-ce que c'est une rivalité qui transcende le monde du sport ? Est-ce que ça va au-delà ? Et spoiler, dans la liste, on a des rivalités qui ont une dimension bien plus importante que simplement une dimension sportive. Donc voilà mes 6 critères. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit mon top 10. Mais encore une fois, ça reste quand même assez subjectif. Donc on va aller voir tout ça. Et d'abord, on commence par la 10e place. 10e place, Lance Armstrong contre Jan Ullrich. Alors, ambiance seringue et perfusion dans cette entrée à la 10e place. Je pense que certains d'entre vous préféreraient oublier cette époque et ne jamais mentionner cette époque. Mais bon, ça reste une rivalité qui a marqué une époque, en tout cas qui a marqué quand même l'histoire du vélo. On l'aime, on l'aime pas, c'est une époque qui a ses défauts, qui a beaucoup de défauts évidemment, mais ça reste une époque qui a son importance tout de même.
Et la rivalité dont je parle ici, entre Lance Armstrong et Jan Ullrich, c'est celle qui a le plus marqué, je pense, la décennie 2000. Et à ce titre-là, j'ai pas d'autres rivalités, si vous voulez, de cette période très marquée par les affaires de dopage et tout et tout. Donc, on va reposer les bases. Lance Armstrong, c'est, pendant toute cette période, 99-2005, le boss du peloton, c'est son surnom même. Il est revenu en 1998 après la guérison miraculeuse de son cancer des testicules, pour remporter 7 fois de suite le Tour de France entre 99 et 2005. C'est un personnage froid, vu souvent comme arrogant, hautain, très dominant avec les autres, il ne partage pas sa domination. Et en face, on a Jan Ullrich, un jeune prodige, il est même génération qu'Armstrong, né en RDA, donc en Allemagne de l'Est. Il a remporté le Tour 97 alors qu'il a que 23 ans, et donc on voit en lui le futur du cyclisme à ce moment-là, promis à un avenir radieux, et qui est devenu une icône en Allemagne. Donc on a clairement un personnage qui est un peu plus engageant d'un point de vue médiatique, on va dire. Alors, les duels emblématiques ne manquent pas sur cette rivalité, puisqu'évidemment, ça va être les deux personnages forts des classements généraux à l'époque, en particulier sur le Tour de France. Donc Jan Ullrich, c'est le rival de Lance Armstrong sur tous les Tours de France qu'il a gagnés. Il a toujours Jan Ullrich dans les pattes, dès 1999 et surtout dès 2000. En 2000, il y a cette image forte où Lance Armstrong remporte le classement général, mais sur l'étape du Mont Ventoux, il lui laisse franchir la ligne d'arrivée en premier, il se serre la main sur la ligne d'arrivée, donc une assez belle image, mais ça suffit pas pour Jan Ullrich qui fait deuxième du classement général, qui refait deuxième en 2001, qui refait deuxième en 2003, donc vous voyez qu'il y a un pattern qui se dessine un petit peu. Et justement, en 2003, Ullrich arrive au top. Et c'est peut-être l'année où Armstrong a été le plus vulnérable, notamment il a été battu en contre-la-montre par l'Allemand, et dans la montée de l'Usardiden, sur une des étapes pyrénéennes, Jan Ullrich parvient à lâcher Armstrong, à lancer une attaque tranchante, mais au moment où il attaque, quelques secondes après, Lance Armstrong est victime d'une chute, son bras se fait accrocher par une spectatrice, il tombe, et Jan Ullrich, beau prince, demande au groupe des favoris d'attendre Lance Armstrong pour disputer l'arrivée à la pédale. Et c'est quand même une rivalité qui, dans une époque sombre, est marquée par des gestes classe, comme ça. Et je trouve que c'est quand même beau, c'est quand même une assez belle histoire de ce côté-là. Évidemment, Jan Ullrich ne parvient jamais à remporter le Tour de France de nouveau, donc son premier Tour de France en 97 est le seul qu'il ait jamais gagné. Et en 2005, il signe même, tenez-vous bien, son 7e podium sur le Tour de France. Donc c'est vraiment le poulidor des temps modernes qui a été dans l'ombre de Lance Armstrong finalement toute sa carrière. Et au moment où on pensait qu'il allait pouvoir prendre le relais après l'annonce de la retraite d'Armstrong en 2005, il est pris dans l'affaire Puerto, donc gros scandale de dopage. J'invite à vous renseigner un petit peu si vous n'êtes pas au courant, mais voilà, énorme scandale de dopage en 2006, qui a fait tomber la plupart des grands champions de l'époque, comme Ivan Basso, comme même des plus jeunes, comme Alberto Contador, qui était déjà cité dans cette affaire-là à l'époque. Et donc Ullrich a été suspendu, et ça a mis fin à sa carrière finalement, tout simplement, puisque ses poches de sang ont été retrouvées chez le docteur Fuentes. Et donc, pour lui, sa carrière s'achève complètement en eau de boudin, il ne peut pas donc agrémenter son palmarès de nouvelles victoires. Armstrong, lui, revient quelques années plus tard, sans connaître un succès finalement phénoménal, et puis surtout, donc, vous savez que, évidemment, Armstrong est finalement déchu de ses 7 titres du Tour de France en 2012, mais contrairement à ce qui s'est fait à d'autres époques, ces titres-là n'ont pas été réattribués, donc Jan Ullrich n'a officiellement, même si Armstrong a été déclassé, n'a jamais gagné le Tour de France sur la période 99-2005. Donc, il reste son dauphin éternel. Ullrich vit très mal cette fin de carrière, il tombe en dépression en 2010, il sombre dans l'alcool, les addictions, il perd la garde de ses enfants, vraiment il vit un enfer total, et c'est en grande partie lié à la manière dont sa carrière s'est terminée. Et c'est là où je vous dis que finalement, moi, ce qui fait franchir cette rivalité aussi dans le top 10 des meilleures rivalités de tous les temps, c'est que ça a été toujours marqué d'un profond respect entre les deux coureurs. Armstrong
bien après du coup sa retraite, est allé rendre visite régulièrement à Jan Ullrich, l'a soutenu publiquement au moment où il était au plus bas. Et petit à petit, donc là maintenant début des années 2020, Ullrich est sorti de sa dépression, il s'est un peu reconverti, ça va beaucoup mieux. Et je pense que c'est en partie quand même grâce au soutien public que lui a affiché Armstrong, et dans le privé également. Donc c'est une histoire forte, qui est à la fois sportive, mais aussi humaine. Alors, évidemment, le bémol qu'on peut pointer, c'est que c'est une rivalité qui est très déséquilibrée. Armstrong a dominé de la tête et des épaules cette époque, et Ullrich n'a finalement été jamais vraiment au niveau de le contester, à part en 2003, on l'a dit, mais vite fait, hein, vraiment vite fait. C'est évidemment une rivalité qui est symbolique d'une époque sombre. Voilà, on est dans les affaires de dopage, on est dans ce qu'on déteste le plus dans le vélo, finalement. Et en même temps, finalement, c'est la seule histoire qui révèle un peu d'humanité en Lance Armstrong, qui est un personnage qui a été vraiment robotique, effectivement très antipathique, qu'on n'a pas envie d'apprécier. Mais le visage qu'il affiche dans ses rapports avec Jan Ullrich est tout autre, et ça, je voulais quand même le souligner, parce que ça reste, cette histoire, quand même une très belle histoire humaine, et témoignage d'un profond respect, sans compter que c'est quand même une belle rivalité sportive, voilà, même si pour moi, ça reste trop déséquilibré pour aller plus haut que la 10e place, vous allez me dire, meilleur dans le top 10 des rivalités de l'histoire, c'est quand même déjà pas mal. Pour la prochaine, on va avancer de quelques années après le règne tyrannique de Lance Armstrong, et se pencher sur la fin des années 2000. 9e place, Alberto Contador contre Andy Schleck. Alors je pense que quand vous avez vu l'intitulé de la vidéo, enfin du podcast, de la vidéo comme vous voulez, et que vous êtes de la même génération que moi, vous avez tout de suite pensé à Alberto Contador et Andy Schleck. C'est une rivalité iconique, voilà, qui a marqué évidemment les années 2000, début des années 2010 également, et qui nous rappelle que parfois tout peut se jouer à un saut de chaîne. Alberto Contador, c'est un grimpeur très charismatique, extrêmement stylé, l'un des coureurs les plus élégants qu'on ait vu sur un vélo, avec son charisme débordant, son surnom d'El Pistolero pour ses célébrations où il tire avec son pistolet, évidemment, qui sont devenues iconiques. Un style très offensif, et puis aussi un coureur qui est très complet, qui performe sur les contre-la-montre, donc un coureur total, du moins pour les classements généraux, pardon. Et en face, Andy Schleck, le luxembourgeois, qui est un coureur très grand physiquement, 1m86, physique longiligne, qui se caractérise par une forte régularité de ses résultats, très généreux dans l'effort, parfois trop, mais qui, contrairement à Contador, a cette faiblesse en contre-la-montre qui lui a joué des tours pendant toute sa carrière. Les duels qui opposent les deux coureurs se déroulent entre l'année 2009 et 2011. Donc on est sur une rivalité qui est beaucoup plus courte que la rivalité précédente, puisque c'est sur 3 saisons et principalement 3 éditions du Tour de France. On peut pas vraiment dire que la rivalité s'est étendue sur d'autres courses. Vous allez me dire que c'est déjà pas mal, hein. Bref. Et le moment le plus emblématique pour moi, c'est le Tour 2010, où vraiment l'affrontement est au sommet entre les deux. Il y a cette image du duel au Tourmalet, où on voit les deux coureurs dans la brume, on les distingue à peine, et ça s'attaque. C'est Schleck qui gagne, mais bon, Contador est juste là, dans la roue, hein. Et puis surtout, il y a cette étape du port de Balès, qui est incroyable, hein, qui est vraiment l'image légendaire de cet affrontement, où on a Contador qui attaque au moment où Andy Schleck connaît un incident mécanique, il déraille, il y a sa chaîne qui saute, il est obligé de s'arrêter pour remettre sa chaîne, remettre son vélo d'équerre et repartir, et pendant ce temps, Contador a attaqué et il est parti. Un geste qui a été beaucoup critiqué, il est sifflé sur la ligne d'arrivée, il est sifflé sur le podium, Andy Schleck le pointe du doigt en disant qu'il a eu un comportement anti-fair-play, que si ça avait été lui, il n'aurait pas agi de la sorte, ce qui est facile à dire au passage, mais bon voilà. Et donc c'est vraiment un moment qui cristallise complètement les tensions autour de ces deux coureurs, qui fait basculer aussi peut-être le grand public dans le camp du luxembourgeois, qui est un peu le beau perdant dans l'histoire en quelque sorte, et c'est vraiment une image très très emblématique. Évidemment, Contador, il avait déjà gagné son premier Tour de France en 2007, et il regagne de nouveaux Tours de France en 2009 et 2010, et Schleck est deuxième à chaque fois, 2009-2010, et puis également en 2011, même si c'est pas Contador qui gagne cette année-là. Vous le savez, en 2012, ou vous le savez ou pas d'ailleurs, en 2012,
Alberto Contador a été suspendu 2 ans après un contrôle positif. Donc, suite à ça, l'UCI a décidé de le déchoir de ses titres du Tour de France. Contrairement à Lance Armstrong, ces titres-là ont été réattribués. Et donc, en 2010, Andy Schleck a été déclaré vainqueur du Tour de France sur tapis vert, donc a posteriori. Andy Schleck a expliqué à de nombreuses reprises à quel point pardonnez-moi l'expression, mais il s'en battait les steaks d'avoir été reclassé premier. Pour lui, il a pas gagné à la pédale, donc ça ne compte pas comme une victoire. Il aurait voulu battre Contador en situation réelle. Schleck, il a un gros goût d'inachevé à sa carrière. C'est un peu une étoile filante du vélo, il prend sa retraite en 2014 après une myriade de blessures. Il a que 29 ans quand il prend sa retraite. Et voilà, c'est vraiment une carrière qui se termine en queue de poisson, quoi, en quelque sorte. Là où Contador, il continue de briller après son retour de suspension jusqu'en 2017. Il a un palmarès fourni avec 2 ou 3 Tours de France, selon comment on envisage la chose, avec 2 Giro, avec 3 Vuelta. Donc voilà, un gros palmarès, plus important que celui d'Andy Schleck, évidemment. Et donc, on peut dire que c'est une rivalité qui a été globalement déséquilibrée, en la faveur de Contador, mais clairement moins que notre entrée en 10e place, parce que on a quand même eu une édition 2010, et même on peut pousser en 2009 aussi, où il y a eu une très très forte incertitude sur l'identité du vainqueur. Quand même, Andy Schleck a vraiment poussé Contador dans ses derniers retranchements. En montagne, on sentait des forces égales. Évidemment, c'est le contre-la-montre qui a créé souvent les écarts, les différences, mais cet incident mécanique, il reste évidemment au travers de la gorge, vous l'avez compris. Et puis surtout, c'est un duel qui était beau, qui était esthétique, avec vraiment 2 coureurs stylés, qui attaquent, C'était une vraie bouffée d'oxygène qui faisait renouer, on va dire, le public avec des grandes émotions, après l'époque Armstrong, qui était quand même très contrôlée, verrouillée, avec des personnages assez antipathiques. Et ça reste un des duels, pour moi, les plus iconiques du 21e siècle, en particulier sur le Tour de France. Et en parlant d'icônes, justement, il y en a 2 autres qui nous attendent en 8e place. 8e place, Bernard Hinault contre Greg LeMond. Alors à plusieurs reprises dans ce top, je vais parler d'époques que je n'ai pas connues, dans lesquelles je n'étais pas né, quoi, tout simplement. Et vous non plus, j'imagine. Celle-ci en fait partie, mais c'est évidemment des histoires qu'on raconte, forcément. C'est une histoire de promesses difficilement tenues et de duels fratricides que cette rivalité entre Bernard Hinault et Greg LeMond. Alors, il n'y a pas de lien de parenté, évidemment, entre les 2 coureurs, des fois que vous connaissiez pas, mais c'est 2 coureurs qui ont été dans la même équipe au moment où ils étaient tous les 2 au maximum de leur capacité, on va dire. Bernard Hinault, c'est un monstre. Vous le savez, vous connaissez son nom forcément, c'est le monstre des années 70-80, qui a ce côté grande gueule, patron, qui domine sans partage, vraiment il a un palmarès incroyable, il domine totalement son époque, comme on n'a jamais connu un Français le faire, très honnêtement, nous, depuis qu'on est vivant, quoi. Et, je parle pour moi encore une fois. Et au début de sa rivalité avec LeMond, il est quand même plutôt dans la dernière partie de sa carrière. Il a déjà gagné 4 fois le Tour de France, 2 fois le Giro, 2 fois la Vuelta, des classiques à plus quoi savoir en faire. Et LeMond, lui, est un coureur plus jeune, américain, l'étoile montante du vélo, qui a ce côté beaucoup plus jeune, frais, on va dire. Il signe d'abord dans l'équipe Renault, puis ils vont se retrouver dans l'équipe La Vie Claire, qui est la grosse équipe de ces années 85-86, qui est possédée par Bernard Tapie, donc vous le savez, le patron de l'OM aussi, de l'Olympique de Marseille, qui a beaucoup investi dans le sport, le richissime homme d'affaires français. Et donc c'est lui qui est capable de signer des gros coureurs comme ça, parce qu'il leur propose des contrats que ne peut pas proposer la concurrence. C'est le cas pour Bernard Hinault, et puis c'est le cas aussi pour Greg LeMond. Les 2 ont un contrat mirobolant pour l'époque. Greg LeMond, il vient d'être champion du monde en 83, donc au moment où les 2 se retrouvent dans la même équipe, ils sont au max. Ils sont dans leur prime encore, au maximum de leur capacité. L'un au début, l'autre plutôt à la fin. C'est donc une rivalité qui va être assez courte, vous l'avez compris, on en a un qui est jeune, l'autre qui est vieux, et donc qui va s'étendre sur 2 années, 85 et 86. Et principalement, je vais vous parler du Tour de France à nouveau. En 1985, Hinault et LeMond sont associés ensemble sur le Tour de France. Hinault est plutôt
mis en leader de cette équipe, et sauf qu'il va être victime d'une chute dans les Pyrénées, où il va se fracturer le nez. Son directeur sportif ordonne à Greg LeMond d'attendre son leader alors qu'il est devant dans la course. Bon, alors là, LeMond, il est furieux. Il est vraiment ulcéré par cette requête, mais voilà, son contrat, on va dire son sens moral fait qu'il attend quand même Bernard Hinault et qu'il va l'aider à gagner son 5e Tour de France. Évidemment, il le fait en échange de la promesse de Bernard Hinault que l'année suivante, il va l'aider à remporter son premier tour. Donc LeMond, qui vient de faire 2e, il nourrit de gros espoirs pour 86. Pour lui, le Tour de France, il va le gagner. Il est pour lui, ce Tour de France. Et Hinault lui a fait une promesse. Ok ? Sauf que, en 1986, effectivement, Bernard Hinault clame et crie sur tous les toits qu'il va aider son collègue à remporter la course, pas de problème. Sauf que, dès le premier contre-la-montre, Bernard Hinault donne tout, fait tout à fond, et il prend le maillot jaune. Et tout au long de ce Tour de France 1986, honnêtement, ça devait être incroyable, ça devait être vraiment un feuilleton à suivre en réalité. Il joue sa carte personnelle. Il est tout du long, on a l'impression qu'il joue vraiment ce double jeu, où dans le discours, il aide Greg LeMond, il dit non, c'est lui qui va gagner, etc. Et puis en fait, il défend son maillot jaune tous les jours, il attaque. Donc il y a vraiment cette ambivalence discours et acte qui est troublante en fait, entre ce que fait Bernard Hinault et ce qu'il dit, et la tension devient maximale entre les deux coureurs qui peuvent plus se voir, quoi, qui peuvent plus s'encadrer à ce moment-là. Greg LeMond finit par faire craquer Bernard Hinault et lui prendre le maillot jaune sur l'étape 17 dans le col du Granon. Mais il a dû le faire à la pédale, c'est-à-dire que Hinault lui a pas fait de cadeau. Il a dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans les médias que si LeMond voulait gagner son Tour de France, il allait falloir qu'il montre qu'il a le talent d'un champion. Donc ambiance, on n'est pas du tout sur un collègue qui aide à s'épanouir, c'est une relation qui est complètement toxique entre les deux. Et quand même, bon, pour Bernard Tapie, ça fait mauvais genre, d'avoir deux co-leaders qui se tirent la bourre comme ça. Donc il va mettre en scène la réconciliation entre les deux coureurs, sur l'étape de l'Alpe d'Huez, où les deux attaquent ensemble, gagnent à deux, ils franchissent la ligne d'arrivée à deux, main dans la main, l'image merveilleuse. Évidemment, on a su après coup que c'était un ordre donné par Bernard Tapie pour donner une bonne image de son équipe. Dans les faits, les deux, ils étaient pas spécialement chauds pour la réconciliation. Finalement, tout se passe comme prévu, Greg LeMond remporte son Tour de France 86, il a alors 25 ans, Bernard Hinault part à la retraite, il est débarrassé de son rival, ouf. Et il va s'arroger 2 nouveaux titres sur le Tour de France, en 1989 et en 1990, avant l'avènement de Miguel Indurain, plus un championnat du monde en 89, donc il va profiter de la retraite de Bernard Hinault pour se tailler un palmarès de champion, Greg LeMond. Et finalement, c'est quelqu'un qui a joui aussi d'une assez forte sympathie auprès du public français, malgré cette rivalité qu'il a eue avec Bernard Hinault. Alors vous l'avez compris, c'est une rivalité que je mets dans mon top 10, parce que c'est un affrontement qui est très très intense, vraiment ça devait être incroyable à vivre. Malheureusement, ça monte pas plus haut, parce que c'est quand même un affrontement qui est court, 2 saisons, franchement. D'ailleurs, c'est un miracle que ce soit là, malgré 2 saisons. C'est une énorme guerre d'ego entre 2 monstres du cyclisme qui se sont retrouvés dans la même équipe parce que, en raison du déséquilibre des moyens financiers, on va dire. Malgré tout, voilà, il y a quand même ce problème de la différence d'âge qui fait que la rivalité n'a pas duré très longtemps, et il y a quand même un déséquilibre de palmarès. Greg LeMond est un cycliste incroyable, mais Bernard Hinault est une vraie légende vivante. Il a un palmarès que peu de coureurs peuvent envier finalement. Et donc, voilà, la rivalité penche quand même au final plutôt du côté de Bernard Hinault, mais l'histoire est quand même incroyable. L'histoire est folle, je trouve. Pour la rivalité suivante, on va faire un gros retour vers le futur. 7ème place, Tadej Pogačar contre Jonas Vingegaard. Vous avez vu comme je prononce bien son nom ? Je vais pas le faire tout le long, je vous promets. Je sais pas comment on dit, danophone. Je parle pas danois, on va dire ça comme ça. Évidemment, c'est le duel de mutants actuel sur le Tour de France. J'allais dire sur des courses à étapes, mais ils se croisent quasiment uniquement sur le Tour de France. Ce serait bien de les voir s'affronter sur le Giro ou sur la Vuelta, ce serait chouette. Bon. Mis à part ça, évidemment, c'est le duel actuel sur les courses à étapes.
avec deux styles, deux personnalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tadej Pogačar, le Slovène flamboyant, offensif, flashy, joueur avec les médias, avec le public, qui a beaucoup d'aisance en public, qui est très communicatif, à l'inverse d'un Vingegaard qui est finalement un peu mal perçu par le public, parce qu'il est très introverti, très timide, il est pas à l'aise globalement avec la notoriété, avec le public. Dans son style, il est moins offensif, plus calculateur, même s'il est capable d'attaquer le garçon, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il est très porté, voilà, sur sa famille, il est dans sa bulle un petit peu, voilà, même si c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très poli, je sais qu'auprès du grand public, il passe moins bien que Pogačar qui fait le show, quoi. Voilà. Donc deux personnalités vraiment un peu le feu et la glace, quoi, très opposées. Et ces deux coureurs, bon bah vous le savez, ils s'affrontent, leur affrontement est en cours, donc finalement peut-être pourquoi pas imaginer refaire ce top 10 dans 5 ans et les mettre plus haut dans la liste. Pour moi, ils rentrent déjà là-dedans parce que, bah mine de rien, ça fait déjà 5 ans que ça dure cette affaire. Surtout entre le Tour de France 2021 et le Tour de France 2025. Il n'y a aucune raison, a priori, que ça ne continue pas en 2026, voire en 2027. Rivalité qui commence par l'étape du Ventoux, du Mont Ventoux en 2021, où Vingegaard est le premier coureur à faire lâcher Tadej Pogačar en montagne, où il le distance, il lui met 30, 40 secondes, donc c'est une image forte. Bon, évidemment, il gagne pas le Tour de France cette année-là, Pogačar était trop fort, mais voilà. Et il prend sa revanche, Jonas, les 2 années suivantes, 2022-2023, avec des moments extraordinaires, comme l'étape du Granon, où la Jumbo-Visma met au supplice Tadej Pogačar, la fameuse défaillance du Slovène qui lâche le petit I'm gone, I'm dead dans sa radio, et qui perd 6 minutes, là, sur une étape complètement folle. Donc vraiment, énorme intensité, on se régale chaque été avec cette rivalité. Peut-être un peu moins sur les 2 dernières années, 2024-25, où Pogačar domine tellement le cyclisme en général que finalement on a du mal à se convaincre, à s'auto-convaincre que Vingegaard arrive à faire face. Voilà, il subit un petit peu quand même le prime du garçon, mine de rien. Mais voilà, il continue à quand même y avoir des moments forts dans cette rivalité. Je pense à l'étape du Lioran en 2024, où Vingegaard revient de blessure, arrive à taper Pogačar au sprint après être revenu, après avoir été lâché, etc. Donc quand même des belles étapes, des beaux duels offensifs, on s'ennuie vraiment pas avec les deux. Et franchement, c'est extrêmement beau à voir. C'est évidemment une affaire encore à suivre, qui ne demande qu'à s'écrire encore davantage, hein. Moi je ne demande qu'à en voir plus, je pense que nous, on est preneurs hein, pour que ça dure encore 4, 5, 6 ans, soyons fous. Pour l'instant, Pogačar a remporté 4 fois le Tour de France, et Vingegaard 2 fois, donc il y a quand même, je veux dire, Pogačar, on parle quand même du cannibale des temps modernes, donc pour voir qu'il est censé y avoir un écart de niveau entre les deux coureurs, eh ben la rivalité, elle est quand même assez équilibrée. En tout cas, pour moi, plus équilibré que les rivalités qu'on a abordées précédemment. Donc, ça marque des points de ce côté-là. Également, ce qui marque des points, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est la grosse différence de style entre les deux coureurs. Rien à voir. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Il y a une énorme tension sportive entre les deux, mais la rivalité, elle reste quand même très respectueuse dans les termes. On les voit très fair-play, à se serrer la main, il y a quand même une bonne ambiance, et bon, c'est assez symptomatique de la génération qu'on voit actuellement, où je les trouve beaucoup plus réglo et fair-play que dans l'ancien temps, mais c'est quand même à souligner, il n'y a pas de drama entre les deux, c'est très poli, très respectueux. Bon bah Jonas, c'est quand même le seul à avoir fait craquer Pogačar en montagne, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même le seul qui est à la hauteur de la tâche, en fait, hein, tout simplement. Le risque, c'est que dans les années à venir, Pogačar devienne finalement trop supérieur un petit peu à Vingegaard et tue un petit peu la concurrence. On peut avoir un peu peur de ça, hein, pour les années à venir. Et d'ailleurs, en parlant de gars qui tuent la concurrence, le prochain, il est pas mal non plus. 6ème place, Eddy Merckx contre Luis Ocaña. Et oui, dans le genre cannibale, je parlais du cannibale des temps modernes, bah là c'est le cannibale tout court. Eddy Merckx, le GOAT, tout simplement le meilleur cycliste de tous les temps. Il y a pour l'instant pas de débat, peut-être que Pogačar relance ce débat dans nos esprits, mais Eddy Merckx reste encore pour l'instant un cran au-dessus, en fin de carrière évidemment, et c'est pas pour autant qu'il a pas eu des rivaux dans sa carrière. Et, spoiler,
il est possible qu'on rementionne son nom un petit peu plus tard. Il a eu un rival fort en montagne. Au même titre que Pogačar à Vingegaard en montagne, eh bien, l'équivalent finalement du rival d'Eddy Merckx, c'était Luis Ocaña. Luis Ocaña, c'est un Espagnol, un coureur espagnol qui a vécu en France toute sa vie, donc on va dire qui est binational en quelque sorte. Hein. Il a le même âge qu'Eddy Merckx, c'est un pur grimpeur. Pur grimpeur, c'est sa qualité principale. Il est extrêmement offensif, c'est un coureur, imaginez un peu Contador avant l'heure, si vous voulez. Impulsif, instinctif, on ne s'ennuie pas quand on le voit courir, qui est très émotif, très vivant, très communicatif dans ses émotions également. Et c'est rien à voir avec Eddy Merckx, qui est finalement un champion très calculateur, très posé, la force tranquille, qui prévoit tout, qui a une discipline, une hygiène de vie formidable, et qui gagne sur tous les terrains. Hein. Eddy Merckx, c'est évidemment plus de 500 victoires en carrière sur tous les terrains. Pavé, sprint, classique ardennaise, montagne, contre la montre, il n'a pas de point faible, tout simplement. Mais en montagne, il a eu un rival, Luis Ocaña. Et ça commence au Tour de France 1971. Luis Ocaña vient de remporter la Vuelta, et il est au maximum de ses capacités. Il arrive au Tour de France et il écrase tout. Il défonce tous, et quand je dis défonce, je ne mâche pas mes mots, sur l'étape d'Orsières-Merlette, où il prend, imaginez l'impact que ça a eu à l'époque, il prend 9 minutes à Eddy Merckx. Imaginez un coureur qui sort de nulle part, enfin il sortait pas de nulle part, il avait gagné la Vuelta, mais vous avez compris, qui arrive et qui met 9 minutes à Pogačar sur une étape de montagne. On se dirait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe, c'est Luis Ocaña. Coureur incroyable, grimpeur de fou, malheureusement un peu maudit sur les bords. Après avoir pris 9 minutes à Eddy Merckx, sur la 14e étape du Tour 71, il tombe dans la descente du col de montée, il se fait une grave blessure, il perd connaissance et il est contraint à l'abandon. Eddy Merckx remporte le Tour de France, mais le lendemain de l'étape, il refuse de porter le maillot jaune, par respect pour Ocaña, en disant que pour lui, il mérite pas. Voilà, il mérite pas parce qu'il a été battu, et il mérite pas de porter le maillot jaune. Vraiment la classe pour le coup. Bon, toujours est-il que Ocaña perd ce Tour de France 71 sur abandon. En 72, de nouveau la poisse, il est obligé d'abandonner, chute, blessure, maladie, tout ce que vous voulez, la totale de la poisse. Et il revient en 73, plus fort que jamais, sauf que Eddy Merckx n'est pas là. Et donc Ocaña remporte le Tour de France, mais il n'a pas de concurrence, enfin il a des concurrents bien sûr, il n'est pas tout seul, mais il n'a pas le concurrent principal de l'époque, et donc cette victoire, même si elle consacre sa carrière finalement, il a remporté un Tour de France dans sa vie, tout le monde ne peut pas en dire autant, je ne peux pas en dire autant, mais voilà, le cannibale n'était pas là, et donc c'est une victoire qui pour lui n'a pas la même saveur, et il va regretter éternellement finalement. C'est une image qui va lui coller à la peau, on va même quasiment lui reprocher d'avoir gagné quand Eddy Merckx n'était pas là. Au passage, si Merckx n'était pas là, c'est parce qu'il avait tranquillou, lui, choisi que cette année, il allait faire le doublé Giro-Vuelta. Et bien sûr, il l'a fait. Hein, voilà. Bon, Ocaña, il a atteint son apogée en 73, mais c'est tout. Hein, il a pas... Voilà, petit à petit, le déclin a fait son œuvre. Merckx, pendant ce temps, il s'est forgé le plus grand palmarès de toute l'histoire du cyclisme, et Ocaña, lui, il est tombé en dépression. À la fin de sa carrière, la fin de l'histoire est hyper triste. Il attrape l'hépatite C parce que à l'époque, quand on se faisait des blessures graves, qu'on perdait du sang et qu'on nous transfusait du sang derrière, il n'y avait pas de vérification, donc les seringues, elles ont traîné au fond du sac de Ginette, peu importe, hein, on va piquer le garçon quand même. Le sang, c'est du sang de je sais pas qui, ok, il avait l'hépatite C, on n'était pas au courant. Donc il tombe malade, il a des problèmes financiers parce qu'à l'époque, coureur cycliste, c'est pas les salaires d'aujourd'hui, hein, et il se suicide quand il a 48 ans en 1994. Donc la fin de l'histoire est vraiment très tragique, franchement ça me fait même de la peine de le raconter. Et c'est, pour moi, là dans la liste, j'ai pas plus tragique comme rivalité, parce que vraiment pour le coup ça se termine très mal. Alors vous allez me dire, évidemment, Ocaña il se suicide pas parce qu'il a perdu le Tour de France contre Eddy Merckx, c'est pas ça. Mais bon, c'est quand même pas mal lié à ce qu'il a vécu dans sa carrière.
Évidemment, c'est une rivalité aussi qui laisse un énorme goût d'inachevé. On aurait voulu voir le Tour 71 et 72 avec un affrontement au sommet entre les deux et pas la poisse qui s'invite, quoi. Ça, c'est toujours un truc qu'on déteste en sport. Et c'est une rivalité qui a une énorme intensité parce que Ocaña, c'est le seul à avoir été supérieur à Merckx en montagne, c'est le seul qui a dépassé le maître en quelque sorte. Et donc, voilà, en plus d'une personnalité incroyable, moi, vous le comprenez bien, au moment où je le raconte, c'est un coureur je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vécu, mais de voir les histoires, d'écouter des histoires sur Luis Ocaña, c'est un personnage fascinant. Voilà, c'est un personnage fascinant, et on ne peut que regretter la manière dont ça s'est terminé. Le bémol par rapport à cette rivalité, c'est qu'elle est courte. Hein, on parle de 3 ans, 3 saisons finalement, et une énorme différence de palmarès. Je veux dire, il n'y a pas photo. Hein, j'aime bien Ocaña, il est loin d'avoir le palmarès d'Eddy Merckx. Donc ça penche quand même très fort d'un côté, cette histoire. Bon, vous allez me dire, c'est quand qu'on arrête les rivalités sur le Tour de France? Tu connais pas d'autres courses dans ta vie? À la 5e place, je vais vous faire changer d'avis. 5e place, Wout van Aert contre Mathieu Van Der Poel. C'est la 2e rivalité actuelle que j'ai dans mon top 10. Spoiler ou pas, on verra si j'en ai d'autres. On verra. En tout cas, elle est en 5e place. Je trouve que c'est une jolie place quand même, top 5, hein, top 5. Sachant qu'on traite toute l'histoire du cyclisme, qui est une histoire qui est plus de centenaire, hein, finalement. C'est quand même déjà une très belle place. Et c'est l'histoire d'une rivalité qui dure toute une vie. Alors là, en termes de longévité, c'est celle qui a la plus belle longévité dans ma liste, hein, clairement. C'est la rivalité de toute une vie et de tous les terrains. Donc c'est une rivalité totale. Hein. Van Aert, c'est un coureur ultra complet, capable de gagner en cyclocross, sur des sprints massifs, en haute montagne, on l'a vu, hein, gagner une étape avec double ascension du Mont Ventoux, le garçon, on le connaît, malgré son 1m90 à peu près, ou je sais pas, mais enfin sa grosse carcasse, là, et de gagner sur les pavés, évidemment, donc c'est un coureur extrêmement complet, contre la montre aussi. Van Der Poel, c'est un coureur polyvalent également, mais peut-être un peu moins que Van Aert. Il est quand même plus spécialisé hein, sur les classiques, sur le cyclocross, un peu moins touche-à-tout quand même, mais qui est doté d'une énorme dextérité. C'est un équilibriste, un artiste sur le vélo. À eux deux, ils cumulent 10 titres de champion du monde de cyclocross, donc ça fait 10 ans que les deux trustent complètement la discipline, il n'y a aucune concurrence, et chaque hiver, s'il vous plaît, regardez des courses de cyclocross, et regardez l'écart qu'il y a entre Van Der Poel, Wout van Aert et les autres. En fait, on a l'impression qu'il y a les adultes, et il y a les enfants derrière, ouais. C'est comme, vous voyez, c'est comme quand il y a le prof qui court avec vous au cross du collège. Vous avez vraiment cette impression quand vous regardez les courses de cyclocross l'hiver. Bon. Évidemment, la rivalité, c'est pas que du cyclocross entre les deux. C'est là que ça a commencé, mais ça s'est poursuivi une fois qu'ils ont commencé leur carrière pro sur les classiques flandriennes, où on a pléthore de duels emblématiques sur Paris-Roubaix et sur le Tour des Flandres en particulier, entre 2020 et aujourd'hui. Pour moi, l'affrontement, la classique la plus mémorable entre les deux, c'est Paris-Roubaix 2023. Pour mémoire, c'est l'édition où on a Wout van Aert qui attaque dans le carrefour de l'Arbre, où on sent Van Der Poel qui est sur le point de craquer, et paf, Van Aert crève à 500 mètres de la fin du secteur, et ça laisse le champ libre à Van Der Poel et Jasper Philipsen. Et ça, c'est vraiment un énorme goût d'inachevé sur celle-ci. J'en ai isolé qu'une seule pour pas non plus parler que de cette rivalité pendant tout le reste de la vidéo, mais évidemment que c'est une rivalité qui s'est parcourue sur des dizaines de classiques. Voilà, comme j'ai dit, c'est la rivalité d'une vie. C'est une rivalité qui a été serrée en début de carrière, même peut-être qui penchait plus en la faveur de Wout van Aert, qui a remporté 3 fois de suite le championnat du monde de cyclocross, et puis petit à petit... Maintenant, on commence à voir que Van Der Poel a pris le dessus. Il s'est forgé un palmarès beaucoup plus fourni. Il y a 8 monuments à son palmarès. Je sais pas si on se rend compte du délire dans l'époque actuelle, quand même. 3 Paris-Roubaix, 3 Tours des Flandres, 2 Milan-San Remo, 7 titres de champion du monde de cyclocross, plus un titre de champion du monde sur route. Là où Van Aert n'a qu'un seul monument à son palmarès, Milan-San Remo.
Mais où on peut dire que d'un autre côté, il a remporté plus d'étapes sur les grands tours, et qu'il peut se targuer d'avoir gagné le maillot vert du Tour de France aussi, donc il est allé grappiller des choses que Van Der Poel n'a pas dans son palmarès. Puis, on ne sait pas, la rivalité n'est pas terminée. Certes, ils entrent dans le crépuscule de leur carrière, dans les 4-5 dernières années de leur carrière, mais c'est pas fini, et les deux sont encore au top. Même si Van Der Poel, est clairement devenu un petit peu supérieur d'après moi, on est sur une rivalité qui commence à devenir de plus en plus déséquilibrée, et donc un peu moins intéressante qu'au début. Un peu moins intéressante qu'en 2020, 2021, on va dire jusqu'en 2023. Pour moi, c'est la rivalité contemporaine. C'est la plus belle qu'on ait actuellement. Vous me donnerez votre avis, peut-être que pour vous c'est Pogacar-Vingegaard, peut-être c'est autre chose, mais dans ce cas-là, il va falloir me dire quoi, parce que je vois pas spécialement. Mais pour moi, c'est la plus belle. C'est aussi, je pense, la plus longue de toute l'histoire, parce que ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins, en fait. Depuis qu'ils sont gamins, ils font les courses de cyclocross, ça se marre dans la boue en Belgique, c'est la rivalité d'une vie, tout simplement. C'est des gars qui vont se suivre toute leur vie, et je trouve que c'est une assez belle histoire. Voilà, c'est quand même vraiment pas commun d'être en opposition avec quelqu'un qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Voilà. Je trouve ça assez incroyable, et vraiment une très belle histoire. Et sur la prochaine rivalité, on va rester sur les pavés, et on va rester sous la flotte. 4ème place, Eddy Merckx contre Roger De Vlaeminck. Et oui, il est de retour. Quand vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous avez un palmarès comme ça, vous avez pas qu'un seul rival, il y en a pas qu'un qui vous conteste votre titre. Donc Eddy Merckx, le retour. Et cette fois-ci, je mets cette rivalité un peu plus haute, parce que on parle d'un autre monument du cyclisme belge. Si vous êtes belge, le nom de Roger De Vlaeminck vous évoque forcément quelque chose. C'est vraiment une superstar des classiques pavés, notamment. Je vais pas le résumer qu'à ça, je vous rassure. Et donc c'est un duel belgeo-belge, vraiment même flandrien, et c'est le deuxième grand rival qu'a eu Eddy Merckx dans sa carrière. J'ai parlé d'Ocaña tout à l'heure. Roger De Vlaeminck, c'est celui qu'on surnomme le gitan, parce que c'est le fils d'un forain belge. Les deux sont de la même génération, vraiment, ils sont vraiment nés dans les mêmes années, voire la même année. De Vlaeminck, c'est un caractère très impulsif, qui est provocateur, qui a aussi un grand physique, très imposant. C'est un grand sprinter également, pas seulement un coureur de classique, mais aussi un grand sprinter. C'est un coureur vraiment complet, un peu à la Van Der Poel finalement, on pourrait un peu les comparer, les deux, si vous voulez un exemple moderne. Et eh bien, c'est quelqu'un qui, dès ses plus jeunes années, refuse de rejoindre l'équipe d'Eddy Merckx parce qu'il veut le battre. Il veut pas être son coéquipier, il veut le battre sur son propre terrain. Et donc, dès le début, il a son orgueil, il a son caractère, il a son ego, et il veut le battre sur les classiques, le terrain favori des Belges. Évidemment, le terrain favori du public belge. Et en 1970, ça se passe mal. Il est complètement humilié par Eddy Merckx sur Paris-Roubaix, qui lui inflige 5 minutes d'écart. 5 minutes à l'arrivée de Paris-Roubaix, ça pique quand même. Je veux dire que dans le vélodrome, il a eu le temps de s'asseoir au premier rang et de regarder ses collègues arriver, Merckx. Donc, De Vlaeminck, là, en travers du gosier, il a dit qu'il voulait plus jamais qu'une telle humiliation se reproduise, et il tient parole, il se venge, et il bat Eddy Merckx sur son propre terrain, et il réussit finalement ce qu'Ocaña n'avait pas réussi de son côté, puisqu'il va se montrer meilleur qu'Eddy Merckx dans un domaine, Paris-Roubaix. De Vlaeminck, c'est le co-détenteur du record de victoire sur Paris-Roubaix, il l'a gagné 4 fois entre 1972 et 1977, à chaque fois qu'il gagne, Eddy Merckx est sur la course, et Eddy Merckx, dans sa carrière, n'a remporté que 3 fois Paris-Roubaix. C'est pas terrible, Alors, c'est pas le seul terrain d'affrontement, évidemment. Ils se sont croisés sur plein d'autres courses, sur plein d'autres classiques, pendant toutes les années 70. Sur Milan-San Remo, c'est un autre beau duel qu'ont eu les deux. En 1973, ça se joue au sprint, et Eddy Merckx le bat. Et oui, il le bat alors que De Vlaeminck est davantage un sprinter pur que lui, mais voilà. Eddy Merckx, on l'a dit, c'est vraiment le coureur complet qui n'a pas de défaut, donc battu au sprint. Et également un duel un peu similaire sur Liège-Bastogne-Liège en 1975, avec le même résultat. Donc, au global, on a peut-être un léger déséquilibre, entre les deux coureurs. Mais quand même, De Vlaeminck
a vraiment plus que tenu tête à Eddy Merckx. Je vous ai dit, il y a même une course où il a fait mieux que lui, donc clairement on peut dire que c'est quand même assez équilibré. De Vlaminck, c'est 11 monuments, donc c'est plus que Mathieu Van Der Poel, 11 monuments, vous imaginez? Bon, Eddy Merckx c'est 19, ok, ouais, c'est bon. Et 11 monuments pour De Vlaminck, c'est quand même balèze. Et c'est une rivalité qui est longue, qui est émaillée par de nombreux affrontements sur toutes les années 70, et par une tension phénoménale, un déchirement de la Belgique autour de ces deux coureurs, et une obsession aussi de Vlaminck pour Eddy Merckx, qui a défini toute sa carrière par l'idée qu'il voulait battre Eddy Merckx. C'est son obsession, il se lève le matin, il mange Eddy Merckx, il boit Eddy Merckx, il pédale Eddy Merckx, il a toujours Eddy Merckx dans sa tête, au point que, accrochez-vous, il a même appelé son propre fils Eddy. C'est à la fois une marque de respect et la preuve d'une obsession totale pour son rival. C'est donc, là, dans ma liste, c'est une des rivalités qui offre le palmarès cumulé le plus exceptionnel. Je pense même que c'est la rivalité où il y a le plus de palmarès cumulé, ok ? Donc on parle de deux coureurs vraiment monstrueux, d'une même nationalité, avec beaucoup de terrains d'affrontements différents et sur une longue durée. Donc ça pourrait franchement presque être sur le podium, j'ai beaucoup hésité. Vous allez me dire, peut-être que pour vous ça mériterait d'être sur le podium. Mais en tout cas, j'ai à vous raconter, pour mon entrée sur le podium, une histoire que tous les papys de France ont racontée à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est un classique. 3e place, Jacques Anquetil contre Raymond Poulidor. Oh là là, et ça vous en avez entendu des vieux en parler, hein. C'est le duel qui coupe la France en deux dans les années 60. Donc ça date, oui ça date. Mais c'est vraiment le duel iconique du cyclisme français. J'ai pas d'autres Français dans mon top 10. J'ai pas d'autres Français au-dessus, c'est eux. Voilà, c'est la rivalité franco-française la plus emblématique. Alors pour ceux qui s'intéressent pas trop au vieux cyclisme, je vais essayer de vous y intéresser un petit peu. Anquetil, c'est celui qu'on surnomme Maître Jacques, de par son style très aristocratique, donc il est toujours tiré à 4 épingles, stylé, raies sur le côté, cheveux blonds, l'élégance, il représente un peu la France des villes, vous voyez, c'est l'urbain. Et il est très fort, évidemment, en montagne, il est surtout très fort sur le contre-la-montre, et il est très calculateur, il a déjà dans les années 60 un entraînement millimétré, un suivi nutritionnel, etc. Il est très très pro, très pro pour son époque. Et à l'inverse, Raymond Poulidor, c'est le bon vivant, c'est celui qu'on appelle Poupou, issu d'une famille de paysans du Limousin. Il représente donc un peu plus la France des campagnes. C'est également un excellent grimpeur qui fait preuve de courage, de persévérance. C'est la France du peuple en quelque sorte. On a d'un côté c'est un affrontement ville-campagne, riche-pauvre, le bon vivant contre le moderne, le calculateur. Pour moi, c'est la première rivalité qui, dans notre top 10, transcende un petit peu la frontière du sport, mais qui va un petit peu au-delà, et où on peut s'identifier humainement à l'un ou à l'autre. Et il y a pléthore de duels emblématiques entre les deux, mais c'est surtout sur le Tour de France que ça se passe. Voilà, ça se limite un peu au Tour de France, d'ailleurs, on va dire. Sur toute la durée des années 60, c'est une rivalité qui est longue, qui dure longtemps, et qui touche, on va dire, son paroxysme sur le Tour 1964. Vous en avez entendu parler, c'est obligé, l'étape du Puy-de-Dôme, qui est le duel le plus légendaire du cyclisme français, où on a Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, la photo, la une de l'équipe, là où on voit les deux coude à coude, qu'ils en peuvent plus, y en a pas un qui veut lâcher, ils sont dans le brouillard, sur les pentes du Puy-de-Dôme, ça n'en finit pas. Pour ceux qui n'ont jamais monté le Puy-de-Dôme, c'est une grande route droite qui n'a pas de fin sur des pourcentages très très difficiles. Les deux ont beaucoup d'orgueil, ne veulent pas lâcher, et Poulidor attaque, finit par lâcher Jacques Anquetil. C'est une image rare, parce que on va en parler du palmarès après, mais voilà, il y avait quand même un peu un rapport de supériorité, et il arrive à lui reprendre 42 secondes au sommet, mais ça suffit pas pour Poulidor pour gagner le classement général, notamment à cause de la supériorité d'Anquetil sur les contre-la-montre. À l'arrivée du Tour 64, Jacques Anquetil remporte son 5e Tour de France, et à l'issue de sa carrière, Poulidor, lui, vous le savez, cumule 8 podiums sur le Tour de France.
Évidemment, c'est ce qui lui vaut... Enfin, je veux dire, la notion d'être le Poulidor de quelqu'un, et c'est devenu du langage courant. Alors on dit, lui, c'est le Poulidor du, je sais pas, du tennis, du foot, de ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est presque un mème avant Internet, quoi. Malgré tout, Poulidor, il a quand même un joli palmarès, c'est 11 victoires d'étape sur le Tour de France, Milan-San Remo, une grosse longévité dans sa carrière aussi, beaucoup plus longue que la carrière de Jacques Anquetil, puisqu'il a couru jusqu'en 1977, là où Anquetil il s'est arrêté plus tôt, mais où par contre il a remporté 5 Tours de France, 2 Giro, une Vuelta, 23 étapes, Liège-Bastogne-Liège, bon. Il y a quand même une petite différence de palmarès, hein, vous l'avez compris. Alors vous allez me dire pourquoi je le mets quand même 3ème. C'est peut-être un peu trop haut, mais pour moi, je vous ai dit, ça transcende le sport. Ça va au-delà du sport, et pour moi, on est dans la légende, dans l'histoire qu'on raconte au coin du feu, qui a un énorme impact culturel, qui, comme je vous l'ai dit, est passé dans le langage courant aujourd'hui. C'est un théâtre national qui oppose vraiment les Français en deux clans, mais qui les passionne aussi d'un autre côté, où on est obligé de prendre parti. C'est de la folie, c'est un engouement populaire... jamais vu en quelque sorte, quoi. Et ce qui est fou aussi, c'est que Poulidor n'a jamais gagné, mais c'est sûrement le plus apprécié des deux. Donc il y a vraiment une forte opposition, une forte ambivalence, et c'est clairement une des plus belles histoires du top 10, et je pense que ça mérite sa place sur le podium. C'est vraiment une histoire légendaire. Par contre, dans la prochaine rivalité que je vais vous raconter, là il y a personne qui est le Poulidor de personne. 2ème place, Tom Bonnen contre Fabian Cancellara. Oui. Moi, de mon vivant, évidemment, c'est la rivalité qui m'a le plus marqué, peut-être. Évidemment, ça se passe pas sur le Tour de France, mais c'est... comment dire, c'est... On parlait de Eddy Merckx et Roger de Vlaminck, c'est l'équivalent moderne de ça, en fait. Les deux, ils ont joué au Monopoly avec les classiques pavés pendant 10 ans. Voilà comment on pourrait résumer Tom Bonnen et Fabian Cancellara. Cancellara, c'est un Suisse, une véritable machine à rouler, quadruple champion du monde du contre-la-montre, c'est un record, plus champion olympique, donc c'est la référence du chrono. Mais il est aussi très complet, c'est un coureur intelligent, qui est capable d'efforts longs et lissés. Finalement, c'est un maître des watts avant qu'on généralise les compteurs à watts avec les capteurs de puissance. C'est un coureur très calculateur, très intelligent, élégant aussi, on pourrait dire. Là où Tom Bonnen est un coureur plus peut-être instinctif, charismatique, émotif aussi, chaleureux dans sa façon de s'exprimer, souriant, qui devient très rapidement le chouchou du public belge, qui le surnomme Tommeke. Et c'est aussi un coureur un peu différent dans son archétype, qui est beaucoup plus sprinter que Cancellara. Cancellara ne sprinte pas, c'est deux coureurs qui ont un profil quand même assez différent, mais qui se retrouvent dans leur capacité à performer sur les classiques pavés. Et on parlait tout à l'heure des courses entre adultes et enfants. Cancellara et Bonnen sont les adultes, les autres sont des enfants, et ce pendant toute une période entre 2005 et 2013. Tous les Tours des Flandres et tous les Paris-Roubaix de cette période, à quelques rares exceptions, sont remportés par Tom Bonnen ou Fabian Cancellara. Alors évidemment, ça va être compliqué de vous raconter tout ça en 2-3 minutes, donc je vais isoler quelques moments en particulier. En particulier, le moment où Cancellara prend un petit peu l'ascendant sur son rival, c'est l'année 2010, où il remporte le Tour des Flandres après avoir explosé Tom Bonnen dans le mur de Grammont, une image mythique. Et il marque le coup en remportant ensuite Paris-Roubaix après une attaque à 50 km de l'arrivée. Donc 2010, c'était l'année de Fabian Cancellara. Mais 2 ans plus tard, c'est l'inverse. Tom Bonnen réalise le doublé à son tour, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Donc on a vraiment un gros équilibre, ça se rend coup pour coup, c'est un vrai match de ping-pong entre les deux. Et à la fin de leur règne, en 2014, eh bien, on compte un équilibre presque parfait. C'est la rivalité la plus équilibrée pour moi que j'ai dans mon top 10, et c'est pour ça que je la mets aussi haut, pour être honnête avec vous. C'est que sur Paris-Roubaix, c'est un affrontement qui se joue à 4 victoires à 3 pour Tom Bonnen. Donc oui, vous avez bien entendu, Tom Bonnen, c'est le co-détenteur du nombre de victoires sur Paris-Roubaix avec Roger de Vlaminck.
Et sur le Tour des Flandres, c'est match nul. 3 partout entre les deux. Donc il y a vraiment un gros, quasiment match nul, on va dire. Hein. Alors donc les Belges vont dire que Tom Bonnen a gagné, mais dans l'esprit collectif, ils ont quand même fait jeu égal la majorité de leur carrière. Bon, c'est une rivalité qui est quand même marquée par quelques zones d'ombre. Hein. Je peux pas ne pas parler du double contrôle positif à la cocaïne. Oui, vous avez bien entendu, à la cocaïne de Tom Bonnen en 2008 et en 2009. Plus les fameuses suspicions de dopage mécanique de Cancellara, le Suisse roule fort, peut-être un peu trop fort, peut-être qu'il y avait un petit moteur caché dans le vélo, ça c'est un peu la légende urbaine qui se raconte, un peu plus que légende urbaine quand même, hein, parce qu'il y a eu des vraies enquêtes, hein, des réflexions quand même hein, sur le sujet, mais il a jamais été convaincu de dopage mécanique, hein, donc lui, on reste encore dans le doute, dans la suspicion, on va dire. C'est aussi un affrontement qui est marqué par un gros respect entre les deux, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de violence, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, c'est deux coureurs qui se respectent beaucoup, qui aussi n'auraient pas été l'un sans l'autre, c'est un peu vraiment le yin et le yang en quelque sorte, c'est une rivalité qui est très longue, hein, vous avez entendu, presque une dizaine d'années, et surtout, les deux coureurs ont complètement dominé leur époque. Pour moi, on coche toutes les cases de la rivalité, à l'exception peut-être de la portée symbolique. Voilà, ça va pas au-delà de la rivalité sportive, mais en termes de rivalité sportive, pour moi, on ne fait pas mieux. C'est l'équivalent cycliste, pour moi, de Nadal contre Federer, par exemple. Pour moi, on est dans ce niveau-là d'affrontement, clairement. Et pour conclure notre top 10, on va monter sur la première marche du podium, et on va revenir à un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître. Première place, Fausto Coppi contre Gino Bartali. C'est la matrice de toutes les rivalités, la rivalité totale, qui est à la fois totale d'un point de vue sportif et aussi totale d'un point de vue culturel, politique même, vous allez voir. Évidemment, on la connaît moins, parce que on n'a pas 80 balais, et ouais. Donc, on la lit, on voit quelques photos, quelques images, quelques articles de journaux, on lit la page Wikipédia, on lit des livres, mais voilà, on a peu de sources, on a peu de ressources finalement pour en profiter, et on ne peut qu'envier finalement les gens qui ont connu cette époque, et rien qu'en prononçant ces mots, je sais que vous avez peut-être jamais vu Fausto Coppi, vu sa tête, vu la tête de Gino Bartali, vu leur vélo, et pourtant vous connaissez leur nom. Pourquoi ? Parce que c'est la rivalité la plus marquante de tous les temps. Et sans cette rivalité, je pense qu'en cyclisme, on ne parle pas d'affrontement de la même manière. Je vous explique. Gino Bartali, il est né en 1914. Ouais, ça date, c'était il y a 111 ans. C'est un humain qui est très croyant, catholique, conservateur, très sobre dans sa manière d'apparaître en public. D'un point de vue sportif, c'est un grimpeur, plutôt, hein, c'est sa qualité principale. Et il commence sa carrière avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le coureur italien, voire même mondial le plus en vue, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un véritable héros pour l'Italie, même si, je vous rappelle, hein, on est juste avant la guerre, l'Italie à l'époque c'est le fascisme, c'est Mussolini, et Gino Bartali, lui, il est très en dehors de tout ça. Il est vraiment en opposition avec ces valeurs-là, je voulais quand même le souligner, c'est un coureur qui, dans sa vie personnelle, a été héroïque, il a sauvé des juifs pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est reconnu comme juste parmi les nations, donc c'est un être humain formidable, fantastique, je peux pas m'épancher plus dans ce top parce que c'est pas le sujet, mais allez vous renseigner, c'est un être humain vraiment fantastique. Au moment où on parle de la rivalité avec Coppi, il vient de remporter le Giro en 1936 et le Tour de France en 1938, donc il est au sommet de sa carrière. Et contrairement à Fausto Coppi, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un coureur moderne. Pour vous donner une anecdote, c'est un coureur qui fume des clopes avant les courses parce que son médecin lui a dit que son cœur battait trop lentement. Ce qui est normal hein, quand on est un sportif de haut niveau. Et voilà, pour faire battre son cœur un peu plus vite, petit café clope avant la course, comme ça on est au taquet. En face, Fausto Coppi, il est plus jeune, il a 5 ans de moins,
c'est un humain athée, hein, donc il n'est pas croyant, il est très progressiste, il est régulièrement, même s'il n'en est pas membre, affilié au Parti communiste, donc plutôt à la gauche. C'est pour ça que je vous dis que la rivalité est souvent devenue politique, instrumentalisée aussi hein, par les hommes politiques, entre un peu la gauche et la droite. Coppi, c'est la modernité. Il a un médecin personnel qui le suit sur les courses et dans son entraînement. Il essaie de le rationaliser au maximum. Alors avec les connaissances de l'époque, hein, on est dans les années 30-40, hein, donc les gars, on va pas s'enflammer. Mais il est un peu vu comme l'initiateur du cyclisme moderne. Donc voilà, c'est deux images, deux personnes très différentes, et deux coureurs différents aussi, même s'ils ont les mêmes qualités, principalement la montagne. Et Coppi, il débute sa carrière en 1940 dans la même équipe que Gino Bartali. Alors, leur rivalité, elle est pas mal coupée par la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, entre 40 et 45, la priorité, c'est pas de faire des courses de vélo. Donc, on met un peu la carrière en pause à ce moment-là. En 1940, Coppi, il gagne son premier Giro, juste avant la guerre, et il a que 20 ans. Vous imaginez le prodige que c'est hallucinant. Gagner un grand tour à 20 ans, c'est hallucinant. Donc il fait ça. Et il le fait parce que son collègue, leader, Bartali, est victime d'une chute et doit abandonner. Et il y a déjà à ce moment-là des tensions sur le leadership. Parce que, contrairement à ce que je viens de dire, et je viens de faire une erreur, Bartali n'abandonne pas, mais il se met en quelque sorte, malgré lui, au service de Coppi, qui n'a que 20 ans, hein, je vous rappelle. Mais déjà, c'est parce que Coppi a un peu forcé la main pour dire, bah ouais, il est tombé, maintenant il va falloir qu'il m'aide. Donc, il y a des tensions. Il y a des tensions. Et donc, après la guerre, on retrouve deux coureurs très différents, qui ont 50 plus, et surtout, qui ont changé d'équipe, qui ne sont plus dans la même équipe, même si je vous rappelle qu'à l'époque, le Tour de France est une exception, puisque le Tour de France se court en équipe nationale. Donc, au Tour de France, ils se retrouvent dans la même équipe. Et, eh bien, la sélection italienne est assez souvent embêtée. Vous allez me dire, c'est un problème de riches, certes, mais voilà, souvent embêtée. Alors, après-guerre, les deux vont s'affronter tout le temps, chaque année, quasiment, sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie. En 48, Gino Bartali remporte le Tour de France. Oui, vous m'avez bien entendu, il gagne un Tour de France 10 ans après avoir gagné le Tour de France 1938. Donc on parle d'une belle longévité de carrière quand même. Bon, il le gagne parce que Coppi n'est pas là aussi, parce que l'Italie a fait un choix, pas emmener les deux coureurs, ils vont souvent choisir l'un ou choisir l'autre. Le moment culte de la rivalité, c'est le Giro 1949, où Fausto Coppi attaque dans le col du Maddalena, sous la neige, à, écoutez-moi bien, 190 km de l'arrivée. Vous imaginez la dinguerie. La course, l'étape dure 9 heures, il y a 5 cols à passer, il neige, il pleut toute la journée, il fait froid, les gars sont tarés, c'est des fous. En haut des cols, leur ravito, c'est du café et du chocolat. Non mais, quand je le raconte, je peux pas m'empêcher de me marrer, c'est... En fait, je pense qu'il y a des gens, s'ils font ça aujourd'hui, ils meurent. Je sais pas comment le dire autrement. Bref, Coppi attaque à 190 km de l'arrivée, il passe toute la journée toute seule, il passe toute l'étape toute seule, c'est une masterclass, c'est la plus belle victoire de sa carrière. Il a à l'arrivée 11 minutes d'avance sur Gino Bartali, c'est le succès total, le triomphe absolu, et il va faire un doublé cette année, Giro, Tour de France. En fait, Bartali s'est tellement pris une claque au Giro que la sélection italienne a dit « Non mais c'est bon, on l'emmène pas au Tour de France, on va prendre Fausto, ça ira très bien. » Donc, doublé Giro Tour de France. La rivalité s'étend quand même jusqu'en 1952, on va dire, après Bartali est vraiment déjà très vieux, hein, il a 38 ans, donc voilà, il est plus dans son prime. Hein. Il y a une dernière histoire marquante, hein. Il y a une photo qu'on peut trouver, vous pouvez taper sur internet, vous pouvez la retrouver, où on voit Fausto Coppi et Gino Bartali se donner une gourde, et on ne sait pas qui est celui qui donne la gourde à qui, c'est sur le Tour de France 1952, et les deux vont se chamailler après dans les médias en disant « Non mais c'est moi qui lui ai donné la gourde, non mais c'est moi, voilà ». Mais c'est sur un fond un petit peu humoristique, on va dire. Et ça témoigne de la réconciliation entre les deux coureurs, finalement, avec un Bartali devenu trop vieux, qui maintenant a passé la flamme et est devenu un petit peu l'équipier de Coppi, qui devient le grand champion italien de l'époque, qui fait le bonheur de l'Italie, qu'on surnomme Il Campionissimo, qui remporte 5 Giro, 2 Tours de France, 3 Milan-San Remo, 5 Tours de Lombardie. Donc voilà, carrière immense, qui dépasse finalement le palmarès de Bartali, hein, assez largement si on compare les deux.
Et puis, ça devient une belle histoire humaine, après encore, hein, puisque après sa carrière, Coppi est pris dans un scandale parce qu'il a une relation avec une femme mariée, donc remettez-vous dans le contexte de l'époque, c'est un truc qui passe pas bien, et il est défendu médiatiquement par Bartali dans la presse, alors que lui-même est assez conservateur, hein, mais voilà, il va venir au secours du personnage, parce qu'on sent qu'il y a quand même vraiment un vrai respect entre les deux, et une vraie amitié hein, qui est apparue entre les deux, et Bartali est très triste, très affecté, quand Fausto Coppi meurt alors qu'il a que 40 ans. Il a attrapé la malaria en Afrique et il meurt des suites de la maladie. Et Gino Bartali est vraiment dévasté parce que non seulement il a perdu un rival, mais il a perdu un ami et celui qui a quand même aussi défini une grande partie de sa carrière sportive. Et donc voilà, vous avez compris que c'est une rivalité qui était intense du point de vue sportif, mais aussi une rivalité, une histoire humaine très forte, très puissante, avec une tournure dramatique à la fin. Une rivalité politique aussi, hein, parce qu'on l'a dit, c'est un affrontement qui divise l'Italie, qui est instrumentalisé par les partis politiques, c'est insupportable. Aujourd'hui, on se plaint, ça nous fait rager quand on voit Macron qui essaie de récupérer les victoires d'Alaphilippe, ou faut imaginer à l'époque quelque chose encore pire, quoi, un x10. Mais c'est un duel qui a rassemblé aussi les Italiens, quand on voit deux coureurs italiens qui dominent le cyclisme, quand on voit Coppi qui récupère la flamme d'un Bartali vieillissant. Et donc au-delà d'un affrontement sportif, c'est aussi un moyen de faire de l'histoire, vous l'avez compris, c'est un moyen d'aborder les émotions humaines, les sentiments humains. C'est aussi une rivalité qui est très longue. Si je retourne bassement sur mes critères matériels, c'est une rivalité qui s'étend de 1940 à 1952, donc c'est très long. Voilà, on n'a pas beaucoup d'images, mais c'est une image d'Épinal, c'est une rivalité qui a envahi la mémoire populaire et dont on parle encore aujourd'hui, que je pense, on en parlera encore dans 50 ans. C'est le mythe originel, c'est le cyclisme actuel n'aurait peut-être pas la même beauté si Fausto Coppi et Gino Bartali n'avaient pas existé. Et donc, pour moi, c'est à la première place du podium, et franchement, j'ai pas vraiment hésité. Pour conclure, j'ai beaucoup parlé, j'en peux plus. Pour conclure, j'ai quand même quelques mentions honorables que j'ai pas réussi à caler dans mon top 10, parce que quand on brasse toute l'histoire du vélo, il y a quand même des laissés pour compte qui sont légendaires. Louison Bobet et Jean Robic, un duel franco-français, mais un peu trop d'écart générationnel. Voilà, donc allez vous renseigner si ça vous intéresse. Mais il y en a quand même clairement un qui était plus vieux que l'autre, donc ça gâche un peu la fête. Idem, même problème pour une rivalité belgeo-belge entre Rick Van Looy et Rick Van Steenbergen, dont j'ai appris beaucoup de choses en me documentant sur ce top 10, que je ne pourrai pas vous partager aujourd'hui, donc ce sera peut-être pour une autre vidéo, et qui a frappé très fort à la porte. Je l'avais dans mon top 10 pendant longtemps, et finalement c'est sorti. Voilà, c'est sorti parce qu'il y a trop d'écart d'âge entre les deux. Donc voilà. D'autres rivalités qui n'ont pas fait le cut, Zabel contre Cipollini, belle rivalité, bel affrontement de sprinter, parce que j'ai pas d'affrontement de sprinter là vraiment dans mon top 10, mais trop asymétrique. Eric Zabel, trop fort, trop dominant. Même problème un peu pour le duel Hinault contre Zoetemelk que j'ai pas réussi à caser parce que Bernard Hinault était trop fort. Voilà. Donc impossible vraiment de faire rentrer celle-ci. Mais voilà, je vous le dis, ces quatre-là, elles ont un peu frappé à la porte. Et j'ai pas non plus fait rentrer de rivalité féminine. J'en ai pas trouvé des assez fortes, assez marquantes. Évidemment, il y a l'histoire du Tour 24 avec Nievadoma contre Vollering. Aussi Van Vleuten contre Van der Breggen, mais il n'y a pas la même intensité quand même que les rivalités dont j'ai parlé avant, donc ça rentre pas dans mon top 10. Petit rappel du classement avant qu'on se quitte. 10e place, Lance Armstrong contre Jan Ullrich. 9e place, Alberto Contador contre Andy Schleck. 8e place, Bernard Hinault contre Greg LeMond. 7e place, Tadej Pogacar contre Jonas Vingegaard. 6e place, Eddy Merckx contre Luis Ocaña. 5e place, Wout van Aert contre Mathieu Van Der Poel. 4e place, Eddy Merckx contre Roger de Vlaminck. 3e place, Jacques Anquetil contre Raymond Poulidor. 2e place, Tom Bonnen contre Fabian Cancellara. Et 1re place, Fausto Coppi contre Gino Bartali. Je vais pouvoir souffler un bon coup, boire un peu d'eau. Et
Et je vais faire tout ça en lisant vos commentaires, parce que j'ai hâte de savoir, vous, quelles sont les rivalités qui vous ont marqué. Je les ai classées, mais franchement, c'est plus un prétexte pour moi, pour vous raconter des histoires qui me plaisent. Et donc, je suis tout à fait ouvert au débat. Je pense que vraiment, c'est tout à fait discutable, le classement que j'ai fait. Je le défendrai, bien sûr, mais voilà, je peux tout à fait entendre d'autres arguments, voire même raconter d'autres histoires que j'ai pas mentionnées, hein, aucun problème. Et surtout me dire pour vous quelles sont les rivalités que vous avez vécues et qui vous marquent personnellement, qui vous touchent. Voilà. Et la prochaine fois qu'on va faire un top 10, on va revenir un peu sur le présent et parler des meilleurs moments de la saison 2025, parce que la saison se termine et j'ai envie de faire avec vous un petit bilan sous forme de classement. Je vous dis à la prochaine et à bientôt dans Top Vélo.